dans la représentation. Ah, hop là, je viens de recevoir le petit message là. Et je vous évoque ça rapidement parce que ce changement de paradigme où on s'intéresse plutôt aux bienfaits des jeux vidéo s'accompagne aussi d'un changement au sein des jeux vidéo. Le changement de représentation, des discours, ce que j'ai mis sur le PowerPoint, et qui montre, selon moi, une certaine prise de conscience aussi non seulement des jeux vidéo, mais des discours qui sont véhiculés concernant la santé mentale, les troubles mentaux dans les jeux vidéo. Alors, c'est un domaine d'études interdisciplinaire. Alors, ça mêle des études du jeu, peut-être que vous connaissez, donc Game Studies, études du jeu, cinématographique, littéraire, puisqu'on étudie des discours, on étudie des images, on étudie du son. On étudie aussi l'interactivité lorsqu'on traite de jeux vidéo. Donc, on est pleinement dans les études du jeu, et plus particulièrement des jeux vidéo. Ça mêle aussi les sciences humaines et sociales, donc on a de la sociologie, on a de l'histoire de la médecine, de la psychiatrie, voilà. On peut piocher dans plusieurs sciences. Les approches, alors là, c'est celle que moi je fais et que je défends dans mon travail, c'est une approche critique. Donc, c'est une approche féministe, des études queer, décoloniales, voilà. Une approche critique de l'objet jeu vidéo. Et aussi une approche, donc là c'est plutôt la méthode, mais c'est mieux pragmatique, c'est, on va dire, étudier le discours, mais aussi la réception de ce discours-là. Alors, un petit point, lorsque dans cette présentation, je parlerai de folie ou de maladie mentale, je parle à titre de représentation, pour qu'on soit d'accord dessus. Et après, je vous donnerai des références de pourquoi je parle de représentation dans ces cas-là. Ensuite, ma recherche s'inscrit dans un... est-ce que ça s'inscrit dans un vide épistémologique? Je me questionne dessus. Parce que en cherchant un peu la représentation donc dans les jeux vidéo et la pop culture, on va dire de manière générale, parce qu'on parle de troubles mentaux, plus particulièrement de l'institution asilière ou hospitalière, c'est un peu vide. C'est un peu vide. Je vous ai cité quelques personnes qui ont fait du travail, qui ont travaillé dessus, pardon. On a Anna Arpin qui a travaillé sur le théâtre et les séries télévisées en Grande-Bretagne, qui traite d'hôpitaux psychiatriques, euh, qui traite de qu'elle appelle pardon, Puzzle Factories. Sarah Packer qui a travaillé sur la pop culture, donc là c'est la deuxième référence, et la maladie mentale. Et Troy Rondinone, par exemple, qui a travaillé essentiellement sur l'imaginaire nord-américain de l'hôpital psychiatrique. Donc on va vous dire, là c'est les grosses références que j'ai trouvées concernant les représentations. Et ensuite, une personne, je vais mentionner quelqu'un, donc Sarah Stang, qui a une approche qui ressemble beaucoup à celle que j'aimerais porter. C'est une approche interdisciplinaire et critique. Je reviendrai sur sa bibliographie qui traite vraiment très proche de mes sujets, traite beaucoup de la marginalité, des corps transgressifs, de la maternité, euh, du corps des femmes, le corps gros, le corps maigre, voilà, dans le jeu vidéo. Et donc, je continue un peu sur mon épistémologie, je pense que c'est important, c'est mon sujet, voilà, donc s'inscrit dans cette lignée-là. Depuis les années 2010, on va dire qu'on commence à questionner ce que je suis en train de questionner, et c'est assez récent. Dans le cinéma et la littérature, c'est quelque chose qui est fait depuis les années au moins 80, notamment par Kristeva et Creed, si vous connaissez, qui ont questionné la question de la marginalité, trouble mental au cinéma et en littérature. Et cette épistémologie assez récente, finalement, je prends le risque de dire ça, mais je le mets en parallèle avec le développement des studios indépendants et des jeux indépendants surnommés jeux indie. Pourquoi je précise ça? Parce que dans l'industrie du jeu vidéo, vous avez les grosses industries qui produisent ce qu'on appelle des triple A, ça veut dire des triple A, pardon, qui sont des jeux à gros budget et à diffusion massive, si on veut. Et en fait, depuis une dizaine d'années, on a justement le développement de plein de petits studios indépendants qui proposent aussi des jeux indépendants. Pourquoi c'est intéressant, cette approche-là? C'est parce que dans une approche moins industrielle, si je peux me permettre, ce que nous distingue, c'est que la multiplication de ces jeux indépendants peuvent permettre, du fait de leur petit espace
Alors, petit groupe, petite équipe, différentes histoires, des histoires plurielles, des identifications différentes et aussi, de fait, des sensibilités différentes et probablement des personnages moins stéréotypés. Alors, on commence maintenant à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, c'était une hypothèse qui m'a menée à plus ou moins la consolider. C'est lorsqu'on traite d'hôpitaux psychiatriques ou d'asile psychiatrique, le genre horrifique est surreprésenté. Donc là, je vous ai mis ce graphique alors, qui est difficilement utilisable pour l'instant parce qu'il manque de nuances et mon corpus n'est pas encore défini. Mais globalement, vous voyez avec ce graphique que 56% des jeux traitant d'hôpitaux psychiatriques et d'asile psychiatriques sont des jeux d'action, d'aventure, et 38% sont des jeux d'horreur. C'est une grosse part de jeux qui sont horrifiques. Donc ça m'a amené à questionner l'association qu'on faisait aussi avec la psychiatrie, le trouble mental, la violence et l'horreur, et ce lien-là. Donc c'est même aussi Stang qui nous rajoute qu'il faut déconstruire cette association-là en travaillant dessus. Et en allant plus loin, en fait, en poussant un peu en continuant ma recherche, je me rends compte que c'est pas tant l'horreur qui est stigmatisant dans ces jeux, mais l'articulation entre la narration et la jouabilité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous donnerai un exemple d'un jeu horrifique qui s'appelle Town of Light, ce sera ma deuxième partie, qui ne traite d'une expérience en psychiatrie horrifique, mais qui n'est pas stigmatisante. Et on va voir, par exemple, qui ne se voudrait pas stigmatisante. Et parce que là, je vais vous montrer des exemples de ce qu'on fait, en fait, lorsqu'on traite de troubles mentaux et de jeux horrifiques, pour comprendre pourquoi beaucoup d'autres jeux proposent des représentations qui peuvent être néfastes pour tout le monde. Alors, lorsque je parle de jouabilité, je ne sais pas si tout le monde est au fait avec les jeux vidéo et joue régulièrement ou pas, mais je fais un petit point. Donc, tout ce qui est de la narration, donc là, dans le cinéma, on est dans la littérature, on est aussi dans le jeu vidéo, c'est les dialogues, c'est la voix off, c'est la trame narrative, c'est aussi les renversements narratifs qu'on peut avoir à la fin, c'est le contexte social en dehors du jeu et dans le jeu. La jouabilité, en revanche, c'est plutôt ce que vous, en tant que joueur ou joueuse, vous allez faire dans le jeu. Les actions que vous choisissez de votre personnage, mais c'est aussi la jouabilité, c'est ce qu'on appelle des overlays, par exemple, c'est les barres de vie, les barres de besoin, les barres de santé mentale qui apparaissent, les boutons menu, les boutons pause, etc. Donc voilà, donc le jeu vidéo, ça incarne, lorsqu'on étudie, ça incorpore toute cette dimension-là. Et donc là, l'interdisciplinarité arrive. Je pense qu'avec ce type de sujet qui est très englobant, on a une nécessité à s'ouvrir à d'autres disciplines et d'avoir une approche critique lorsqu'on traite des représentations. Alors, la sélection n'est pas encore exhaustive, mais depuis 1998, j'ai trouvé à peu près 32 jeux qui traitent de ce thème-là, de l'hôpital psychiatrique plus particulièrement, des productions originales, qui sont la majorité des productions qui sont proposées. Donc pour cet exposé-là, je vais me baser surtout sur ces productions originales, puisque les remakes sont seulement des adaptations sur mobile ou sur Nintendo Switch, ce qui ne change pas forcément la trame du jeu. Et également, donc, parmi ces productions originales, on a 57% qui traitent d'un asile ou d'un hôpital psychiatrique dans un niveau de jeu, donc seulement pour une courte période donnée, et 40%. Alors pourquoi 40%? Non, ça ne devrait pas être 40, ça devrait être un peu plus, parce que là, le graphique a été pas mis à jour, peu importe, en tout cas un petit peu moins, qui traitent entièrement d'un hôpital psychiatrique, donc toute la trame narrative se déroule dans un hôpital psychiatrique. Brièvement, vous voyez donc la production qui a été faite, elle se concentre essentiellement entre 2011 et 2021. On n'a rien vu depuis l'année dernière, depuis 2022. Voilà, une concentration que pour l'instant je n'explique pas. Pourquoi une concentration autour des années 2010? Peut-être justement liée à ce développement des studios indépendants. Je vous donne encore quelques données, ça me permettra en fait de mieux étayer mon propos après. Donc là, je me bombarde de statistiques, mais promis, j'arrive avec l'analyse. Parmi ces jeux, on voit une surreprésentation d'hommes joueurs. Là, je me suis intéressée aux joueurs, au personnage principal, celui que vous incarnez. Donc, une majorité d'hommes, une minorité de femmes, ensuite à peu près au même nombre
on peut sélectionner son genre. Et enfin, soit c'est pas mentionné ou pas pertinent, à 10%. Et il y a un jeu, donc c'est marqué cerveau, mais en fait, vous jouez un cerveau, donc je ne savais pas comment le classer encore. Donc, voilà. Donc il y a une catégorie cerveau dans mon petit graphique. Je ne me suis pas intéressée encore beaucoup au personnel soignant, aux mobs, c'est les ennemis dans les jeux, aux boss, qui sont les ennemis finaux d'un niveau, par exemple. Je me suis seulement pour l'instant focalisée sur le personnage principal. Hop. Donc, en 3 temps, cet exposé. Donc, tout d'abord, je vais parler d'études du jeu. Hein, mon thème, c'est les jeux vidéo. Donc, je vais décortiquer avec vous les mécaniques des jeux et de narration. Dans un deuxième temps, je vais vous donner l'exemple d'un jeu horrifique qui traite de maladies mentales et d'hôpital psychiatrique et en quoi le gameplay, la jouabilité, pardon, et la narration peuvent être inspirantes pour penser la représentation. Et enfin, pourquoi une approche interdisciplinaire et critique est nécessaire dans ce cas, notamment ce qu'on traite de psychiatrie, de santé mentale et de jeux vidéo. Alors, rapidement, les mécaniques de jouabilité. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de barres de santé ou de santé mentale. Je vais vous donner des exemples, par exemple, de jouabilité. Là, par exemple, c'est le jeu Don't Starve Together. Peut-être que certains connaissent. Et vous avez en haut à droite 3 barres de besoin. Vous avez un petit estomac, un petit cœur et un petit cerveau. L'estomac, c'est pour la faim, le cœur, c'est pour la vie, et le cerveau, c'est pour la santé mentale. C'est un jeu donc, de survie, et évidemment, plus vous avancez dans le jeu, plus la barre descend, et il faut essayer de les maintenir assez hautes. Ce qui est intéressant, c'est que là, la mécanique de la santé mentale, elle a une répercussion sur votre personnage. Ça veut dire que si votre barre de santé mentale est assez basse, vous pouvez avoir des hallucinations qui peuvent vous attaquer, donc vous mettre en danger. Hop. Voici un exemple d'attaque d'hallucination. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Il y a une espèce d'hallucination en forme d'ombre qui vient vous attaquer parce que justement, vous voyez la barre tout à droite. C'est un petit cerveau tout atrophié. Donc là, très très bas. Euh, Là, on a une mécanique, par exemple, de santé mentale sous forme de barre. On a une autre mécanique, donc là c'est santé mentale, c'est dans le jeu Alice Madness Return. Vous avez donc la barre de santé qui est en haut à gauche, qui est représentée par une petite rose. En fait, c'est une succession de petites roses que vous perdez au fur et à mesure que vous faites battre des ennemis. Et lorsqu'il vous en reste plus qu'une, vous avez la possibilité de passer en mode hystérie. Alors, on pourra parler du terme hystérie si vous voulez. Le terme hystérie, ici, la santé mentale, la santé ou santé mentale, permet à Alice, donc j'ai oublié de préciser, mais Alice est une version plus gothique, plus noire de Alice au Pays des Merveilles. Et hop, je vous montre maintenant le mode hystérique. Voilà. Donc là, par exemple, lorsqu'elle se transforme, c'est très graphique. Il y a une vague qui sort d'elle, une onde de choc qui sort d'elle. Et elle peut taper plus fort. Elle ne prend pas de coups. Donc en fait, ici, l'hystérie, donc la transformation, permet comme un super pouvoir, en fait, permet de développer une sorte de super pouvoir. Et après, je développerai pourquoi ça peut être une questionnable. Mais je vais vous montrer juste, je crois que je peux vous montrer quand même ici. Est-ce que ça marche? J'espère que c'est pas trop fort. Hop. Donc là, vous allez voir un petit tuto qui explique, vous avez des ennemis, vous jouez à Alice. Quand vous avez votre santé basse, vous pouvez passer en mode hystérie. Et là, vous pouvez frapper sans prendre de coups. Voilà. Hop. Donc voilà. C'est que un moyen, alors j'essaie de retrouver mon fil, voilà, un moyen c'est un super pouvoir, un gain de puissance, etc. Et, attendez, j'avais pas mis, ouais, non, et ça, on va le retrouver un peu plus tard, c'est l'utilisation du trouble mental comme un moyen de puissance, de super pouvoir est critiquable
Euh, Excusez-moi, je reviendrai plus tard parce que là, pour l'instant, on reste sur la jouabilité, je vais aller trop vite. Ensuite, plus que la jouabilité, on a aussi la question de la narration. Dans beaucoup de jeux, la folie est utilisée comme un moteur narratif. Par exemple, dans les jeux d'horreur, la folie, souvent, est incarnée par les ennemis à tuer. C'est le cas, par exemple, dans deux jeux, dans Outlast et Manhunt. Dans Outlast, par exemple, qui est un jeu d'horreur, peut-être que vous connaissez, en 2013, développé par Red Barrels. Et vous êtes un journaliste qui est allé dans un hôpital psychiatrique pour faire une enquête. Et il s'avère qu'il est peuplé de patients qui essayent de vous tuer, qui sont entre le monstre et le patient, et que vous ne pouvez pas combattre, vous êtes obligé de fuir car ils vous poursuivront tout le long. Et vous incarnez une personne qui n'est pas malade, vous êtes un journaliste extérieur. Pour vous montrer... Oh, pardon, j'arrive pas à régler le son. Voilà. Là, par exemple, je vous montre à quoi ressemble ce jeu. Donc déjà des patients qui essaient de vous attraper à travers leurs cellules, leurs chambres. Hop. On va pas rentrer trop dedans, mais voilà. L'idée, c'est de fuir tout le temps ces patients-là qui vous veulent du mal. Et également, dans le jeu Manhunt, vous êtes aussi dans un hôpital psychiatrique, vous êtes un homme qui cherche à s'enfuir de cet hôpital, et pour s'enfuir, il faut se battre contre les patients. Un exemple, voilà. Donc là, par exemple, Manhunt, vous voyez, il y a le patient qui est... Mais quoi, 3,42? Voilà, là, vous jouez le personnage. Alors déjà... Hop. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut représenter lorsque je parle d'attaque des mobs, des ennemis dans les jeux d'horreur. Hop. Donc, ça, c'est pour les jeux d'horreur. Mais dans les jeux d'action, c'est pour ça que mon graphique du début n'était pas très pertinent, puisque dans les jeux d'action et d'aventure, on a des mécaniques qui utilisent le trouble mental de manière stéréotypée, mais aussi des mécaniques parfois horrifiques. Ce que nous distingue, par exemple, c'est que la folie dans les jeux d'action, certains jeux d'action, est une motivation pour les grands méchants et utilisée de manière stéréotypée. Et, voire même, là je la cite, j'aurais dû mettre des guillemets, une manifestation de leur perversion interne. La perversion interne, elle voulait dire la volonté de revanche, de détruire le monde. C'est le cas dans plusieurs grands méchants. Donc il y a Marakov dans Call of Duty Modern Warfare, le Joker dans la série des jeux Batman, la série Arkham, pardon. Et enfin, elle cite aussi, entre autres, Vaz dans Far Cry, pour vous donner encore une image de ce qui se fait. Vaz, donc c'est celui qu'on voit ici. Est-ce que je peux... Hop, le son. Alors, pour vous montrer un peu le stéréotype du trouble. Bah, j'espère que papa et maman vous aiment vraiment beaucoup parce que deux petits blancs comme vous, ça sent le fric. Et c'est bien, moi j'adore le pognon. Pardon, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je t'ouvre en deux comme ton copain? C'est ça? Ferme ta gueule! Ok? C'est moi qui ai les couilles ici! Regarde-moi, putain, me lâche pas du regard. Voilà, donc là, par exemple, c'est l'exemple d'un grand méchant atteint de folie. Voilà, si je peux. Voilà, atteint de folie et de manière très stéréotypée, donc quelqu'un qui ne serait pas stable et profondément violent. Est-ce que... Oui, c'est ça. Hop. Ensuite, toujours dans la trame narrative, donc ça, c'est une citation encore de Stan qui nous parle de tropes fatiguées du retournement narratif. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'elle conseillerait d'éviter lorsqu'on représente le trouble mental, c'est de faire toute une narration, toute une histoire, toute une diégèse qui traite par exemple d'hallucinations, d'autres symptômes de la folie, encore une fois avec des guillemets, et qu'à la fin on nous dise mais non, en fait c'était un rêve. Voilà. Typiquement, c'est ce que Stang appelle un trope fatigué.
dans les jeux vidéo, par exemple, ou dans certains films. Également, là encore, je cite toujours Stang, c'est le fameux happy ending. Un happy ending, c'est une fin, donc une fin joyeuse, une fin qui permet de voilà, une note joyeuse à la fin. Et ce qui serait, selon Stang, à éviter également, c'est qu'il y ait une guérison, que le happy ending soit synonyme de guérison. Ce qui sous-entendrait que on ne peut pas avoir le discours qui est véhiculé, c'est qu'on ne peut pas avoir de happy ending, qu'on ne peut pas être bien si on n'est pas guéri, au lieu de penser à apprendre à vivre avec un trouble. Ce sont des propositions qui sont faites par Stang, notamment. Également, un autre trope narratif qui est à questionner, c'est la décontextualisation du trouble mental. Pour les enjeux qu'on a lorsqu'on représente le trouble mental, les hôpitaux psychiatriques, etc., c'est qu'il faut comprendre ces troubles mentaux. Pour comprendre, il faut contextualiser. Or, les troubles mentaux s'inscrivent notamment dans un contexte social donné. Là, je fais une petite digression. Certains même réfutent le terme de maladie mentale qui se transformerait en maladie seulement au contact de la psychiatrie lorsqu'on parle du terme maladie. Donc là, je cite plusieurs théoriciens antipsychiatres ou même seulement historiens ou sociologues de l'histoire de la psychiatrie. Donc on a Saint-Onge, Bachan et Chamberlain notamment. La question aussi de santé mentale est à questionner. Qu'est-ce que sous-entend la question de santé mentale? Voilà, c'est des choses qu'il faut se questionner. Qu'est-ce que le terme santé mentale renvoie? Donc, il renvoie aussi au fait de maladie, donc à une certaine dichotomie aussi. Et ça a été aussi développé par Mathieu Bellassène dans son livre de 2014, La santé mentale vers un bonheur sous contrôle. Que sous-entend, que veut dire aussi ce terme de santé mentale? Donc là, c'est des questions qu'on peut travailler aussi en parallèle. Donc là, on revient sur autre chose. Je vous avais parlé tout à l'heure du super pouvoir du trouble mental, de la maladie mentale, le super pouvoir qui permet d'être plus fort, notamment dans le cas d'Alice Madness Return, mais aussi dans le jeu vidéo Hellblade: Senua's Sacrifices. C'est la psychose. Donc c'est un jeu qui a été beaucoup applaudi pour sa représentation de la psychose. On a des hallucinations auditives, des pensées suicidaires qui peuvent popper dans l'esprit de Senua. On a aussi des hallucinations visuelles. Bref, donc ce jeu a été très pertinent justement pour avoir mis en avant les symptômes de la psychose. Mais la CINA, en 2017, se posait la question justement de la contextualisation sociale. C'est que la psychose en tant que trouble mental aujourd'hui dans nos sociétés, par exemple, est une difficulté parce que le monde est comme il est. Et le jeu Senua's Sacrifice se place dans un monde fantastique. Un monde qui n'a pas les mêmes conditions matérielles que quelqu'un qui a une psychose, par exemple, aujourd'hui à Montréal. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle nous dit ici. Donc là, c'est en anglais. Mais donc, Senua cite la CINA. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Que Stang cite la CINA. Que ce jeu décontextualise tout ce contexte social et qu'on ne vit pas les luttes de la société actuelle. Ça serait la limite de ce jeu-là. Et on rajoute que la psychose serait perçue dans ce jeu comme un super pouvoir permettant d'avancer dans le jeu, de voir des messages cachés, par exemple, grâce à la psychose. Donc ça, c'est des choses que questionnent la CINA et Stang. Maintenant, je vais essayer de vous parler rapidement d'un jeu qui traite d'un hôpital psychiatrique et du trouble mental et même aussi on peut parler de l'internement en psychiatrie, qui est un jeu d'horreur, mais que je trouve très intéressant à étudier vis-à-vis de tout ce qu'on a dit avant, de tout ce que j'ai pu déblayer avant. Donc, Dawn of Light, c'est un jeu sorti en 2016, développé par le studio LKA, c'est un studio italien. On est à la première personne, à la vue subjective. On joue Renée, une femme amnésique, qui décide de retourner à l'ancien hôpital où elle avait été internée dans les années 40, des décennies auparavant. Et c'est un jeu d'horreur psychologique, et moi je rajouterais même historique. Il n'est pas classé comme historique dans
sa description, mais qu'il est historique. Vous allez comprendre pourquoi je mentionne ça. Ce jeu est intéressant parce que la narration est fondée sur des sources. Bon, on va dire que c'est quelque chose d'assez classique. C'est un jeu vidéo qui est sourcé. Déjà, une certaine preuve de scientificité par rapport au sujet qu'il aborde, parce qu'il se revendique comme étant tiré de faits réels. Cette histoire-là, donc je me permets de parler d'histoire marginalisée. L'histoire des femmes cicatrisées est une histoire pas spécialement médiatisée. Donc là, on est sur une histoire marginalisée qui est sourcée. Il y a une bibliographie qui est très dense, qui est accessible sur leur site internet. Une bibliographie qui, moi-même, quand j'ai cherché à travailler dessus, je suis tombée sur les mêmes livres en bibliothèque universitaire, également basée sur des archives. Donc, déjà, au niveau des sources, c'était un bon sujet. Et ensuite, la question de la violence et de l'horreur dans ce jeu-là, ce n'est plus les patients et les patientes qui sont violents, qui sont associés à l'horreur, à la violence. Ici, dans ce cas-là, c'est par exemple la violence institutionnelle et notamment des soignants. Par exemple, dans le... Elle se fait violer par un soignant. Et ensuite, après, elle se fait avorter par des soignantes. Donc, en fait, toute la violence ici, toute l'horreur de la situation, c'est justement le peu d'agentivité qu'en tant que patiente, elle avait à ce moment-là pour faire remonter, en fait, l'agression sexuelle dont elle a été victime. Donc là, en fait, on voit aussi que le privation de droit et de mouvement fait aussi partie des horreurs que vous pouvez vivre en tant que personnage principal, puisque lorsque vous envoyez des lettres, les lettres n'étaient pas envoyées à la famille. Elle est attachée donc là, on appelle ça la contention. Elle est attachée notamment lorsqu'elle était un peu trop agitée, placée dans le pavillon des semi-agités, etc., etc. Donc l'horreur repose plutôt sur ce sentiment de dépossession, finalement, et d'enfermement, parce on apprend à la fin qu'elle ne peut plus sortir de l'hôpital. Donc voilà, je n'ai pas mis ensemble, peu importe. Ensuite, là, c'est Stan qui nous parle, mais il nous parle d'un autre jeu qui s'appelle Franbo, mais on peut l'appliquer à ce jeu. Le jeu est horrifique à cause des... je ne suis pas très bonne en anglais, je ne peux pas vous traduire Kalos. En tout cas, des abus par les docteurs abusifs, peut-être aussi des infirmières abusives. Les techniques qui sont graphiques, qui sont parfois cruelles sur les enfants. Ouais, donc là, elle fait le parallèle avec Franbo, qui est un jeu très, très gore, soyons honnêtes. Mais voilà, donc elle montre que là, c'est pas forcément les patients qui sont là pour créer de l'horreur. Également, c'est un jeu aussi, j'ai oublié de le préciser, il n'y a pas on ne pointe pas du doigt un infirmier, une infirmière, un docteur, etc. Il y a comme une anonymisation en fait du personnel soignant et qui me fait penser en fait où on pense à l'institution qui est horrifique et non pas l'individu. Et je trouve ce jeu intéressant pour ça. Donc là, je vous montre un peu à quoi ressemble le jeu brièvement. Donc, vous êtes à la première personne et vous pouvez collecter des documents comme en haut à gauche, récupérer une poupée ou d'autres objets comme en haut à droite. Et vous avez des extraits de dossiers médicaux, d'archives en fait, tout simplement, trouvables tout le long du jeu. J'ai brièvement d'autres extraits éventuellement à vous montrer, mais voilà, ça ressemble plus ou moins à ça. Vous ouvrez votre propre dossier médical pour reconstruire votre histoire, votre mémoire aussi. Bon, hop là. Donc là, c'était pour la narration, mais également la jouabilité est intéressante parce que je vous ai dit qu'on peut collecter des objets, on peut trouver des dossiers médicaux, les ouvrir, vous avez une petite lampe torche, vous vous baladez dans l'hôpital qui est abandonné. Et cette mécanique-là, cette jouabilité-là, me fait penser à un calque en fait de ce qu'on appelle l'urbex. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. L'urbex, c'est une exploration urbaine de lieux abandonnés. Aujourd'hui que vous pouvez faire vous-même, vous êtes dans des lieux abandonnés et vous explorez avec votre petite lampe torche et vous pouvez lire ce qu'il y a dans les dossiers qui restent, vous pouvez déambuler, etc. Et le jeu en fait récupère cette mécanique-là et cette mécanique, elle est utilisée notamment, l'urbex a été théorisé par Le Gallou comme étant un moyen de mettre en valeur un patrimoine marginalisé, peu connu, qui se retrouve un peu dans les recoins, les angles morts, on va dire, du patrimoine classique, et permet en fait de mettre en valeur ces mémoires-là, ces mémoires de lieux oubliés. Et là,
je pense que le jeu rentre totalement dans cette définition-là, puisqu'on se remémore, comme l'urbex, on met en valeur une mémoire qui est très peu médiatisée dans le patrimoine classique, national, ou peu importe comment on peut dire, le patrimoine traditionnel. Donc voilà. Également, c'est un jeu horrifique parce que vous ne pouvez pas vous battre. Il n'y a pas d'ennemis dans ce jeu. Vous ne pouvez pas vous battre. Vous pouvez que subir les mémoires euh, que vous vous remémorez. Hop là. Bon. Alors, le jeu vous précise que c'est une histoire vraie, pas que c'est des histoires vraies. Quelques petites images du jeu, peu importe. Ce que nous montre ce jeu, ce qui est intéressant, je trouve intéressant, c'est donc une certaine précision au niveau de l'histoire. Je ne vais pas rentrer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais sur la question des traitements, la question même architecturale du bâtiment, on est vraiment donc avec un hôpital des années 40. On a par exemple on a l'utilisation du cardiazol, d'électrochocs, beaucoup de choses en fait qu'on sait qui étaient utilisées à ce moment-là. Pas avant, pas après, mais qui a été utilisé dans cette tranche d'histoire. Donc, on peut faire des jeux d'horreur qui ne soient pas avec des ennemis, avec des ennemis stigmatisés et atteints de troubles mentaux. Que justement, cette association entre la violence, l'horreur, les patients peut être possible, mais ça dépend comment on présente. Ce jeu évite la facilité narrative de faire de la maladie mentale comme un ressort horrifique qui coûte pas cher. Le personnage de René est extrêmement poussé, est beaucoup plus profond, beaucoup plus nuancé. Des exemples, à quoi ça pourrait ressembler, mais là, je ne vais pas m'étayer dessus, me pencher trop longtemps dessus. Et enfin, donc là, on revient sur pourquoi c'est important, lorsqu'on traite de ces sujets-là, d'avoir une approche interdisciplinaire. Je vous remets ce petit graphique sur homme, femme, le choix ou du genre ou pas. C'est qu'ici, c'est que ce graphique, si on s'arrête dessus, on peut se dire les hommes sont surreprésentés, ok. Ben, les hommes sont surreprésentés, mais je pense qu'on n'apprend rien à personne en disant que ça ne paraît pas étonnant. Et là, 13% de femmes. Et en fait, en poussant un peu, on se rend compte que il y a une genrification du trouble mental, c'est que certes, les hommes sont surreprésentés, mais ils sont représentés comment ils sont représentés, c'est intéressant, c'est plus intéressant. Ils sont représentés comme étant combatifs et non malades. Alors que les femmes, le peu qui sont représentées, sont systématiquement représentées en tant que victimes. Triplement victimes du pouvoir médical, patriarcal et sexiste, parce que leur position de patiente, leur position de femme et leur position en étant jeune. Les jeux qui traitent aujourd'hui sont sur lesquels j'ai travaillé. Toutes les femmes sont des jeunes femmes dans ces hôpitaux. Regarde, dans ces hôpitaux-là, par exemple. Les hommes, par exemple, sont donc dans Outlast que je vous ai montré, c'est un journaliste qui vient faire une enquête, qui se retrouve enfermé. Donc il doit se battre pour s'enfuir. Alors que par exemple dans Alice, dans Franbo, dans Turn of Light, elles sont internées parce que pour X ou Y raison, dans Turn of Light, elle est notamment internée pour abandon du domicile familial, enfin, ce genre de choses. Donc voilà, donc déjà la représentation, c'est plus que compter les pourcentages, mais comment on représente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai trouvé 4 jeux qui traitent, pas détaillés, mais voilà, globalement, on a 4 jeux, 2 donc, qui se passent entièrement dans un asile ou un HP, et 2 qui traitent seulement d'un niveau, avec tout le long la question des troubles mentaux qui suit la trame narrative, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on parle, lorsque c'est des hommes qui sont représentés. Également, donc si on doit faire une approche interdisciplinaire et une approche critique, on peut aussi questionner justement les personnes racisées. Il y a dans ces jeux que j'ai traités seulement deux jeux qui traitent de ces questions-là. On a Prison Architect. Donc vous voyez, il y a des personnes visiblement racisées dans la screenshot que je vous ai mis à droite. Et dans Until Dawn, vous avez des personnages différents. Sauf que c'est très peu pertinent très peu pertinent ici parce que hop là.
parce que dans Prison Architect, on retrouve cette idée de décontextualisation. Ça ne change pas le sort de vos patients, qu'ils soient noirs, blancs, latinos, arabes, etc. Ça ne change pas leur sort. Or, on sait, avec les études interdisciplinaires, que ça peut changer la prise en charge, notamment. Et par exemple, dans Until Dawn, les personnages qu'on joue, le personnage, au moment où on est dans l'hôpital psychiatrique, n'est pas la personne racisée, donc, et en plus n'est pas atteint d'un trouble psychique. Donc, pas forcément pertinent pour ces questions-là. Donc, on peut questionner aussi l'absence de représentation. Donc, pourquoi c'est important de question des minorités de genre, de race, de classe, de questionner ça aussi dans notre approche? Parce que si maintenant on s'écarte du jeu vidéo, on le sait que c'est une possibilité, le diagnostic est aussi une possibilité d'asseoir une certaine domination structurelle. On a eu plusieurs articles, plusieurs ouvrages qui ont été faits, notamment sur le surdiagnostic des personnes afro-américaines aux États-Unis de schizophrénie, par exemple, pour justifier, c'était le cas de, il est où? C'est la référence en bas de Jonathan Metzl, pardon, qui nous évoque ça, notamment dans les années 50 et 60. Donc, là, il y avait à la fois une politique du médical qui était associée afin comme il mentionne, étouffer la révolte. On s'est aussi rendu compte que les femmes et les adolescents et adolescentes étaient aussi par exemple, pas surdiagnostiqués, mais par exemple, la lobotomie était surutilisée sur les femmes et les adolescents et adolescentes. Donc tout ça, c'est à questionner, parce qu'on a beaucoup associé aussi la délinquance juvénile avec la psychiatrie, etc. Donc là, je vous ai mis tout plein de sources, je ne vais pas tout détailler parce que là, ça fait déjà un petit bout de temps que j'en parle. Bon, voilà. Donc certains jeux, comme encore une fois, c'est le petit carré que j'ai mis en haut à droite, en off-light, nous permet nous évoque en filigrane finalement cette interdisciplinarité-là, ces questions-là, parce que, comme je vous dis, Renée a été enfermée parce qu'elle était apathique et elle a abandonné les tâches domestiques et le domicile familial, donc c'était une raison d'enfermement. Vous voyez l'importance de lier tout ça. Et je vous ai mis une petite citation de Judy Chamberlain qui nous parle des ados rebelles, les femmes au foyer malheureuses, les ouvriers insatisfaits, les vieilles personnes seules sont souvent diagnostiquées malades mentaux, ce qui est moins une description scientifique et médicale que cela n'est un jugement sur les comportements ainsi nommés, avec un E à la fin et un petit point que je n'ai pas mis. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous ai mis tout plein de sources, essayé de remettre tout ce que j'ai pu étayer un peu tout le long. Donc voilà. Donc, si vous voulez en voir plusieurs. Ah, je vous ai mis juste un. Bon, ça, c'est pas important, si c'est la conversation qui. Bien, merci beaucoup, Elisa. C'est un domaine fascinant. Ta démarche est super intéressante. Je suis certaine qu'il y a peut-être pour le moment, on peut arrêter le partage. Puis si les gens Ouais. veulent ouvrir leur caméra pour se manifester, s'ils veulent te poser une question ou partager un commentaire. Je regarde là, qui aimerait se prononcer. S'il n'y a pas personne, moi, je vais me lancer avec cette question du jeu. Est-ce que le joueur, finalement, dépendamment des jeux, est la personne qui est identifiée dans un certain jeu comme le soignant ou comme le patient? Quelle est sa façon de s'en sortir? Parce que cette représentation de l'institution, les rapports soignants-soignés, tout ça, dans certains cas, mais de rares cas, il y a une espèce d'influence de la littérature historique sur le sujet, mais sinon, on est vraiment là dans la stéréotype de la situation. Tu sais, c'est comme tu sais, quelqu'un qui hallucine, ben là, il y a le sang qui se splash. Mais c'est pas la norme de ces jeux-là au départ de faire vivre, je sais pas moi, des frissons, de l'horreur, puis le fait de mettre ça dans un environnement psychiatrique, le but, c'est de faire vivre des émotions plus que de faire découvrir un environnement qui existe pour des personnes qui ont des troubles spécifiques. Ah, la question un peu du spectacle, c'est ça? Mm. Oui, du divertissement. Alors oui, en fait, c'est pour ça que dans le jeu Turn of Light, par exemple, il n'y a pas
comment expliquer? Il y a du spectaculaire. Il y a du spectaculaire. On a une scène de lobotomie qui est, somme toute, très prenante, surtout qu'on joue à la première personne, donc on est très pris. Et je pense que c'est intéressant de... Ce n'est pas en tant que soi la spectacularisation, le côté grandiloquent qui serait critiquable ou même à questionner, ça serait peut-être plus ce que ça peut signifier. Donc, typiquement, je pense que le jeu, par exemple, Outlast, aurait pas eu, comment dire, lorsque c'est des patients, par exemple, qui cherchent à vous tuer sans aucune justification scénaristique, outre le fait que c'est ce que des développeurs ont pu projeter sur ce qu'on ils considèrent les patients en psychiatrie. Oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est du cas par cas, c'est de comment on crée, quoi. C'est ça, la facilité narrative ou pas. Je pense pas que ça fait sens de vouloir à tout prix raconter une histoire, parce que là, dans Tom of Light, c'est vouloir raconter une histoire, etc. Mais je réfléchis en même temps. Là, c'est ça, c'est du cas par cas, quoi. D'où le fait que dès qu'il y a un jeu qui sort, on a beaucoup de débats sur réfléchir à ces jeux-là. Donc, c'est ça. C'est donc, ouais, je n'ai pas spécialement de réponse, mais effectivement, oui. Le divertissement est là pour les jeux aussi. Mais un divertissement, à quel prix, dans certains cas, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, Hubert, vas-y, on t'écoute. Ah, j'entends, le micro est coupé. Oui, bon, alors je disais d'abord merci pour la présentation, c'était vraiment très intéressant, j'ai beaucoup apprécié. Puis je me questionnais à savoir, parce que j'avais vu le titre de ta présentation, puis je me disais, ah, c'est vrai, il y a plein de jeux vidéo qui utilisent la folie, la maladie mentale comme ressort narratif pour faire peur, ou beaucoup dans le genre de l'horreur, comme tu le disais. Puis, c'est quelque chose que j'ai l'impression on voit dans d'autres médiums. Je pense par exemple Shutter Island dans le film, il y a des Oui, livres aussi qui viennent en tête. Mais récemment, j'ai l'impression que c'est moins le cas, alors que tu montrais bien que c'est beaucoup le cas dans les jeux vidéo. Je me demandais si tu t'étais intéressé en fait à comparer la présence de ces thèmes-là, l'utilisation de ces thèmes-là dans le jeu vidéo, puis dans d'autres médiums, ou si tu avais une réflexion par rapport à ça. oui. Alors, j'ai perdu. Voilà. Je suis en train de regarder si je peux pas retrouver attendez, le graphique. Au départ, je voulais travailler sur les séries, les films et les jeux vidéo. Donc, j'avais commencé à travailler sur les films et les séries, sur un petit graphique. Et c'est ce qui m'a mené en fait au premier graphique que je vous ai présenté. C'est qu'on retrouve entre 1940, pardon, pour les films, pour la littérature, je ne me suis pas penchée du tout, hein. Mais pour les films, entre 1945 et 1998, on retrouve des genres de films qui traitent du trouble mental ou de l'hôpital psychiatrique de manière très large. Attendez, j'essaie de retrouver mon petit graphique. C'est très varié. On a de la biographie, on a de la... Mhm. Hum. Non, je vais mettre trop de temps à chercher. Ouais, entre de la biographie, on trouve de l'historique, on trouve un peu d'horreur, on trouve un peu d'action, etc. Et en fait, ce qui était assez étonnant, c'est que mon corpus commence en 1998 pour les jeux, parce que c'est le premier jeu qui traite de l'hôpital psychiatrique. Et en fait, j'ai fait la même chose pour les films, et je vois en fait que depuis 1998, c'est à peu près la même part, une grosse part pour l'horreur. C'est à peu près équivalent, comme pour les jeux vidéo, et vraiment comme si depuis 20 ans, il y a eu une concentration qui suivait la concentration des films. Donc j'ai peut-être plus l'impression, là je m'avance un peu, mais finalement que c'est plutôt le cinéma qui a changé de manière de représenter, et que le jeu vidéo s'est calqué en fait parce que c'est un nouveau médium, hein, c'est assez nouveau quand même par rapport au cinéma. Et j'ai l'impression voilà, que depuis 1998, on voit cette multiplication autour de l'horreur. Mais effectivement, par exemple, pour les séries, on voit que pour les séries, j'avais remarqué que euh, on tendait sur une autre façon de penser, de penser l'hôpital, le trouble mental, etc. Donc, peut-être surtout avec les nouvelles séries, la Netflix, donc une diversification. Euh, Même, je crois que c'est la série qui s'appelle Mental,
la série française, je sais plus. En tout cas, voilà. Donc, une nouvelle façon de faire depuis vraiment 5-10 ans. Qui va peut-être suivre Vraiment pour les jeux, intéressant. enfin, qui suit pour les jeux vidéo. Voilà. Merci. Vincent? Oui, hop, on m'entend, oui. Ouais. Et merci Elisa, c'était intéressant. Je suis pas familier avec les jeux vidéo, hein. J'y jouais quand j'avais 15-20 ans, donc c'était il y a un petit moment. Je travaille moi aussi sur le stigma en fait de la maladie mentale, problèmes de santé mentale sur une pathologie spécifique. Mais ce que je vois là-dedans dans les jeux vidéo, c'est que finalement, ça contribue à quand même pas mal consolider ce qu'on appelle le stigma public. Donc, et c'est un peu problématique parce que de nos jours, tout le monde parle de santé mentale en disant, je regardais encore cette semaine là, je sais plus quelle organisation disait que pour lutter contre le stigma, il fallait que les gens qui ont des problèmes de santé mentale en parlent autour d'eux. Donc, on leur laisse le bébé, Oui. ils doivent s'en débrouiller pour régler le problème. Et C'est à puis, eux qu'on revient. mais oui, non, 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 mais non, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais je croyais pas mes yeux, hein, honnêtement. Et là, les jeux vidéo, sur les exemples que tu as donnés, ben, en fait, ça consolide le stigma public et ça va à l'inverse du courant qui est décrit par les pouvoirs publics aujourd'hui. Donc, alors, je suis pas là en train de dire qu'il faudrait interdire de présenter la santé mentale sous cet angle-là, mais c'est quand même, je vois ça quand même comme quelque chose de très problématique du fait que ça consolide vraiment ce que tout le monde pense. Enfin, je veux dire, la camisole, les chambres capitonnées, euh, donc c'est pas terrible quand même globalement. Et puis en plus avec comme tu le mentionnais, vraiment le biais genré homme-femme qui sont pas sous le même angle. Donc toutes des hystériques pour les femmes, on est un petit peu dans cet aspect-là quoi. Et après ce que tu disais Marie-Claude tout à l'heure là sur tu parlais un peu de réalité virtuelle, c'est ça parce que il y a des gens qui essayent quand même de mettre en place des choses des actions en lien en utilisant la réalité virtuelle à des fins de soins. Mais là, je suis pas certain que ça soit vraiment l'idée dans les jeux vidéo et je pense que ça va plus conforter aussi pas mal de choses autour du stigma. Donc, Mais, merci, c'est mais intéressant. Ça montre vraiment un angle. Là. Je trouve que c'est intéressant de mêler un objet de culture populaire, donc le jeu vidéo, même si je ne suis pas gros consommateur, mais et de le lier aussi avec ces problématiques-là. Je trouve ça très intéressant. c'est vrai que j'ai pas pu développer, enfin, il y a plein de choses à dire. J'ai pas pu développer la question donc des petits jeux indépendants et de la réception. C'est que par exemple le jeu Turn of Light, même si c'est un jeu historique, qui se veut historique, donc c'est sûr que c'est pas la réalité aujourd'hui. Mais en fait, j'ai déjà vu ce débat sur faut-il montrer ou pas certaines violences. Par exemple, dans le cas de Turn of Light, clairement, c'était de la violence institutionnelle, par exemple. Est-ce qu'on montre ou pas au risque que on s'imagine que là après je pense qu'il faut aussi raisonner dans le sens où si Turn of Light vous montre un jeu dans les années 40 et que tu veux accurate et qu'il l'est plus ou moins, je pense que ce n'est pas systématiquement néfaste. Cependant, après, faut pas dire, tiens, c'est parce que c'était comme ça dans les années 40, c'est comme ça aujourd'hui. Ça, je pense que c'est deux choses séparées. Et en plus, voilà, je viens du milieu de l'histoire, donc l'histoire, de manière générale, je suis pour qu'on la médiatise afin de faire rentrer dans les mémoires. Mais effectivement, après, j'ai pas pu rentrer dans le détail des jeux avec les femmes représentées. Mais finalement, c'est peut-être finalement moins stigmatisant de jouer, là je parle de game studies, de études du jeu, quand on est joueur ou joueuse, qu'on joue par exemple une femme victime. Alors c'est sûr, c'est un trope, toujours les femmes victimes, les hommes qui ne le sont pas. Mais déjà, d'avoir ces jeux indépendants qui sont faits par, j'ai oublié de préciser, mais par exemple, Fran Bo, une des développeuses qui a créé le jeu, disait que c'était tiré d'histoires personnelles.
Donc, en fait, elle a vraiment mis de sa patte de comment elle a vécu certaines choses, comment elle a pu gérer ses propres traumatismes, etc. Et je trouve ça intéressant qu'en fait, l'interactivité qu'impose le jeu nous pousse de façon à être obligé de jouer, de s'imprégner en fait du personnage, qu'on le veuille ou non, d'avoir une certaine empathie et sympathie. Et aussi, j'essaie de ne pas perdre mon point, je ne sais plus. Mais que oui, c'est un petit pas pour l'instant parmi plein de choses, qu'il faudrait aussi questionner la question de la santé mentale, du trouble mental chez les hommes. Et voilà, parce que c'est peut-être plus admis pour l'instant de jouer un personnage féminin qui aurait des troubles. Mais effectivement, c'est à travailler dessus. Mais voilà, donc c'est assez récent, hein. On parle de 4 jeux depuis 2010. C'est pas énorme. Le temps file rapidement. Alors, Danick, vas-y. Oui, merci. En fait, je me demandais si le médium du jeu vidéo ou si même l'idée de trame narrative en général, il y avait moyen de se sortir de certains stéréotypes parce qu'on dirait que tu présentais, par exemple, Town of Light comme un bon exemple de. euh, on ne présente pas le malade comme étant violent, fou, dangereux, mais en revanche, là, dans ce cas-là, on présente les soignants comme étant les personnes violentes, mal intentionnées, froids, ce qui nourrit, tu sais, ça a été vrai dans plusieurs cas, mais ce qui nourrit un autre stéréotype un peu à la. J'ai oublié le nom du film, là, Vol au-dessus d'un nid de coucou, là, tu sais. Puis là, Ah on oui. renforce d'autres stéréotypes en revanche. Est-ce qu'il y a moyen de juste pas stéréotyper personne ou si le médium en soi du jeu vidéo demande à ce qu'on ait, disons, un méchant, un gentil? Alors, c'est une bonne question. Mais je trouve qu'il est intéressant dans Town of Light, c'est que justement, que le ressenti en tant que patient ou patiente était intéressant là-dessus, justement parce que sur le fait enfin, l'institution médicale est une institution. Je pense que c'est moins stigmatisant de parler d'institution que de stigmatiser un patient. Pour moi, je trouve pas que c'est un stéréotype envers le soignant. Je pense que c'est une réalité que certaines personnes vivent, de se sentir privées de droits, par exemple. Je ne connais pas le cas au Québec, mais par exemple, en France, c'est environ 100 000 personnes qui sont internées sans consentement par la machine judiciaire, médicale, tout ça qui va avec. Donc là, en fait, pour moi, c'est pas après, c'est une vraie question, hein, mais personnellement, en tant que là, de mon point de vue d'étude des rapports de pouvoir, je pense pas que ce soit stigmatisant envers le soignant, la soignante, etc. Alors que on va pas viser, alors que l'inverse, par exemple, de viser la dangerosité d'un patient va plus handicaper les personnes psychiatrisées ou ayant ou supposément ayant un trouble mental dans la société. Donc après, le trope, effectivement, c'est une bonne question. C'est comment on fait pour jauger, pour doser. Ça, c'est une vraie question, par contre. Donc, c'est une vraie question. En tout cas, je pense qu'il faut... C'est juste... Je pense que pendant longtemps, ça a été... On veut de la violence et de la psychiatrie, on va sortir la carte patient et patiente. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'aujourd'hui, il faut juste qu'on réfléchisse à ces thèmes-là, à ces cartes-là narratives. Merci. On peut réfléchir à, c'est ça, à l'impact, mais quand on joue aux vidéos, on veut des grandes sensations. On ne veut pas regarder un documentaire pour nous expliquer qu'est-ce qui se passait. C'est dans quelle situation le personnage principal a à réagir rapidement, a à vivre quelque chose de très intense, puis sauver sa peau. Alors, de transplanter ce personnage-là dans un univers urbain ou au sein de l'institution, finalement, c'est de lui faire vivre des émotions, puis c'est pas tant de transmettre une réalité que vivent les personnes avec un trouble de santé mentale, parce que même ton jeu que tu préférais sur les années 40, sur l'institution, où il y a des pièces d'archives à trouver, puis de lire avec la lampe de poche, bien, je me dis, ah oui, peut-être que c'est le fun, mais le contenu, ça déconstruit tout ce que moi j'étudie depuis 20 ans. Tu sais, c'est comme ça dit exactement ce que j'essaie de transformer. Alors, je trouve, c'est pas l'historienne qui s'amuse
dans ce jeu-là, à moins de dire, ben oui, parce que la démarche de trouver une archive, j'aime ça, mais c'est parce que je vais chercher d'autres sensations. Puis peut-être, je ne sais pas si Émilie va vouloir intervenir, mais contrairement au cinéma ou dans les séries, c'est parce que ce qu'on nous projette, ce sont des histoires accessibles où on peut vraiment penser que c'est la réalité, mais il n'y a pas ça dans le jeu vidéo. On voit que tu sais, ça explose, là, les idées, les hallucinations. Allez, on en met, on beurre épais, puis c'est intéressant pour le jeu, mais dans cette représentation au cinéma, il y a l'inquiétude de savoir, bien là, on va transmettre l'information que toutes les personnes qui ont tel diagnostic agissent de telle façon, ou pire, automatiquement, on considère qu'ils sont dangereux, qu'ils sont violents. Je vais fermer mon micro. Je te laisse intervenir, Elisa et Émilie, si tu veux sauter dans la discussion, ce serait intéressant de t'entendre. Oui, je saute dans la discussion. En fait, quand je t'écoutais parler, Isa, c'était super intéressant. Puis moi, j'étudie la représentation puis au cinéma et à la télévision. Donc, je me demandais, moi, dans mes recherches, je m'intéresse beaucoup au point de vue du spectateur et de la spectatrice. Comment il va recevoir, comment il va percevoir justement cette construction de personnages souffrant de troubles de santé mentale. Puis je me demandais, est-ce que dans tes recherches, tu as vu justement des théories de la réception où le joueur ou la joueuse qui a un trouble de santé mentale puis qui joue à un de ces jeux, comment il ou elle va réagir? C'est quoi l'impact? Est-ce que... parce qu'il y a beaucoup de films que les personnes qui ont des troubles de santé mentale regardent et disent, OK, c'est vraiment stigmatisant de voir cette représentation de mon trouble. Donc, je me demande, quand on joue à un jeu où il y a toute la notion de ludicité, d'interactivité qui entre en compte, est-ce que le détachement se fait plus entre le joueur et le personnage, ou au contraire, on devient un peu le personnage? Le mode même du jeu implique, enfin l'interactivité implique, c'est ça, plus que de la réception, mais aussi de l'action, parce qu'en fait, on est obligé d'avancer dans le jeu. Alors, concernant la réception sur mon sujet, j'ai pas encore mené d'études de terrain. J'ai seulement pioché j'ai pas fait d'entretien, j'ai pas fait de quelque chose, j'ai plus regardé les forums, on va dire le paratexte autour des jeux. Et par exemple, Turn of Light avait été très bien reçu sur ces questions-là. Alice Madness Return était aussi très bien reçu, ainsi que Franbo. Donc, les jeux, en fait, finalement, où les personnes étaient atteintes de troubles mentaux. Alors qu'à l'inverse, les jeux qui sont justement à la Manhunt, Outlast, il y a pas du tout, c'est pas du tout le même public aussi qui joue, je pense, de manière générale, mais sur la réception, j'ai pas lu de retour de joueurs liés à ça. Donc en fait, ces jeux, je pense même qu'on peut dire que ces jeux ne sont même pas considérés comme faisant partie de ce champ-là de représentation du trouble mental finalement. Il est un peu en creux. On joue au jeu, puis on voit qu'il y a les méchants, c'est les patients ou les patientes. C'est moins la même démarche, moins la même réception, je pense, du discours de fait. Donc, Outlast, c'est l'un des premiers jeux d'horreur traitant. Enfin, je pense tout sincèrement que c'est l'un des jeux qui a changé une façon de faire de l'horreur autour des années 2010. Donc, il n'a pas du tout été perçu de cette manière-là à l'époque. Aujourd'hui, il faudrait plus se pencher dessus. Alors, c'est vraiment de faire vivre des émotions, puis on voit que l'hôpital psychiatrique elle a encore sa part de mystère, que finalement, c'est intéressant de l'exploiter dans le cadre d'un jeu. Merci beaucoup, Elisa, pour cette belle présentation. Tu nous as plongé dans un univers, là, je pense pour plusieurs qu'on ne connaissait pas du tout. Puis, ton approche pour réfléchir à ces représentations est super intéressante. J'espère qu'au fur et à mesure, on pourra garder contact puis de voir ton étude, comment qu'elle se dessine et quelles seront tes découvertes que tu pourras transposer. J'imagine que c'est pas pour te faire engager dans une compagnie pour construire un jeu, je sais pas, d'arriver avec une nouvelle structure puis des nouveaux défis, mais comment cet outil qui est très, très utilisé par un groupe de la population qui s'amuse, qui se divertissent en regardant ces images-là, est-ce qu'il y a moyen d'intervenir puis passer des messages ou il y a sûrement plein de possibilités auxquelles tu penses?
Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est même enfin, le point quand on est chercheur ou chercheuse, c'est d'être en lien avec la société. Donc, soit la vulgarisation, soit enfin, travailler ou enfin, être consultant. Enfin bref, il y a tellement de choses à faire de diffusion de cette recherche, enfin de la recherche en général. Donc, en faisant des séminaires, par exemple, ou des tables rondes, voilà, donc Oui, c'est plein de super choses. intéressant. Puis il y a le métier aussi auquel on pense peut-être moins, mais ceux qui construisent cette structure-là du jeu. Les Et concepteurs, l'art oui. graphique aussi, tu sais, que c'est un art intéressant à examiner en tant que chercheur. Alors, j'espère que vous serez fidèle au poste dans un mois où justement Émilie va venir nous présenter. Alors, Émilie Landry-Lajoie, le 28 février, va nous présenter son sujet Représenter les troubles mentaux au cinéma et à la télévision. Alors, il va y avoir une sorte de suite logique par rapport à cette idée de la représentation de la folie. Et ben, d'ici là, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, soit à l'adresse de l'unité, puis on pourra les transférer vers Elisa, puis on va garder contact avec toi, Elisa, c'est certain. Oui. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Ceux qui le peuvent, ben, j'espère que vous serez là pour le lancement du web documentaire à la Cinémathèque québécoise. Alors, on va avoir bien du plaisir à discuter d'un autre format, le web documentaire, pour voir comment quelles sont les représentations dans ce cas-là, davantage des soignantes, les infirmières. Alors, passez un bel après-midi. Merci d'avoir été là, puis je vous dis à bientôt. Bye. Salut! Bonne journée.